Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sincèrement, désolé pour le léger retard. Nous allons de suite entamer ce programme. Carte sur table jusqu'à 23 h, 4 panélistes. On attend de moment à l'autre Patrick Christian Dobo qui va nous rejoindre. Mais retenez déjà qu'on va, débattre autour de la démocratie et de la gestion du pouvoir au Cameroun. Démocratie et gestion du pouvoir, c'est le seul thème. Ce soir, on va essayer de évoquer un certain nombre de sous-thèmes, de petites virgules comme ça à l'intérieur de ce thème, le leadership démocratique, les institutions démocratiques, la liberté d'expression, les droits de l'homme, la corruption et la gouvernance, les élections et la légitimité, la société civile et l'opposition, la participation citoyenne, si le temps le permet. Avec les panélistes de ce soir, on va, à partir de ces repères-là, essayer d'évaluer, si tel peut être le cas, le niveau de démocratie de notre pays et de gouvernance. Je dis d'abord bonsoir au docteur Patrick Rifoui. Bonsoir Dipita, bonsoir au copanel et bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent ce soir chez eux. Merci de votre présence. Vous êtes militant du RDPC, vous êtes également enseignant. Et vous êtes là ce soir évidemment pour porter la voix de votre parti et certainement vous inspirer de votre expertise pour apporter du vôtre dans ce débat. Je dis bonsoir également à Christian Djok Congo du PCRN. Bonsoir à Sa Majesté Dipita Tongo, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV que nous avons le plaisir de retrouver ce soir. Merci et enfin, du moins, Maître Achille Lejo, bonsoir. Bonsoir mon cher, bonsoir au panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous mes camarades combattants. Vous représentez le SDF ce soir. C'est ça. Patrick Christian va nous retrouver dans quelques petites secondes, puisqu'il est déjà dans ce studio. On va donc prendre la transition et puis peut-être une transition légèrement plus prolongée pour permettre à Patrick Christian d'entrer sur le plateau. Et puis on va rentrer dans le débat. Puisque nous sommes à l'antenne, avant peut-être de rentrer dans les différentes sous-thématiques évoquées à l'instant, je vais peut-être vous demander à chacun, indépendamment de ces sous-titres-là, quelle appréciation faites-vous, je ne sais pas si je dirais du niveau, ou alors de l'émulation, de l'épanouissement de notre démocratie et en conformité avec la gestion du pouvoir ou de la gouvernance de notre pays. Maître Achille Lejo. Difficile de se prononcer comme ça parce que ce serait très long et j'aurais aimé que le temps nous permette vraiment d'épiloguer sur la question. Que lorsqu'on parle de démocratie, c'est toujours bon de commencer par les principes. La démocratie, disait quelqu'un, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, est-ce que dans le cadre du Cameroun, est-ce que l'on peut dire que cette définition sied du moins avec ce qu'on a l'habitude de voir? Nous dirons tout simplement que chez nous, au Cameroun, le pouvoir est personnalisé. Donc, c'est une sorte de personnalisation du pouvoir qui met mal à l'aise toutes les autres institutions de la République. On a l'habitude de dire, dans une démocratie, il faut que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, que ces pouvoirs s'entrechoquent, s'entrecontrôlent. Mais chez nous, on se rend tout simplement compte que
l'exécutif a la prépondérance sur tous les autres pouvoirs. Voilà pourquoi je disais de prime abord, il serait difficile de façon ramassée comme ça de s'exprimer sur la question. Docteur Rifoué. Voilà, écoutez, je pense que la démocratie, en tout cas le gouvernement représentatif, c'est quatre choses. Le premier principe du gouvernement représentatif, c'est l'élection des gouvernants. Et il me semble qu'au Cameroun, le président de la République est élu au suffrage universel. Vous avez les conseillers régionaux qui sont élus. Vous avez les conseillers municipaux qui sont élus. Ensuite, vous avez les députés et les sénateurs qui sont également élus. Le second principe, c'est l'indépendance des gouvernants dans la prise de décision. Ce qui signifie que bien qu'ils soient élus, ils ne sont pas tenus de reconsulter ceux qui les ont donné mandat pour décider. C'est pour cela qu'on parle souvent de la nullité du mandat impératif, parce que ceux qui sont élus ne sont même pas tenus par les promesses et les engagements qu'ils ont pris avant d'être élus. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est la liberté d'opiner. Et il me semble, quand on regarde, quand on compare le paysage médiatique camerounais au paysage médiatique des autres pays de l'Afrique francophone, il me semble qu'au Cameroun, la liberté de s'exprimer et de dire ce que l'on pense est souvent à la lisière de la violation d'un certain nombre de règles qui sont elles-mêmes protégées par les lois et règlements de ce pays. Et enfin, le quatrième principe, c'est la soumission de la décision politique à la discussion, qui est d'ailleurs corrélative à la liberté d'expression. Mais il me semble encore là qu'au Cameroun, bien entendu, on discute à longueur de journée les décisions qui sont prises par les gouvernants, chacun y allant de son jugement particulier. Mais la question que vous posez ne se limite pas simplement à énoncer ces principes et à considérer que ces principes s'appliquent au Cameroun. La question que vous posez veut savoir si le niveau de démocratie au Cameroun est un niveau qu'on jugerait satisfaisant. Moi, j'ai envie de répondre à cette question en disant que, vous savez, on a des vieilles démocraties et on a des jeunes démocraties. Nous sommes plutôt une jeune démocratie. Et quand vous voyez les démocraties beaucoup plus anciennes, elles souffrent d'un certain nombre de maladies de vieillesse. Nous sommes jeunes en termes d'expérience, en termes de longévité, en termes... Oui, en termes d'expérience démocratique. La parenthèse démocratique actuelle, c'est depuis 90, c'est-à-dire ça fait 34 ans. Si je passe outre le petit intermède démocratique que nous avons eu autour des indépendances et qui s'est refermé autour de, je pense, 1962. Donc, nous avons une expérience démocratique qui est relativement jeune parce que c'est 34 ans. Donc, et vous avez des pays qui ont une tradition démocratique beaucoup plus ancienne, mais ces pays-là souffrent également d'un certain nombre de pathologies. Maintenant, nous, les pays dont la démocratie est beaucoup plus jeune, notre démocratie souffre de maladies infantiles. C'est pour ça que pendant que les autres réfléchissent à soigner les pathologies de vieillesse qui sont attachées à leur système démocratique, nous on réfléchit à améliorer un système démocratique qui reste jeune et donc qui est perfectible. Christian Congo. Écoutez, il est difficile de répondre évidemment à votre question si on s'en tient aux principes et règles qui fondent, n'est-ce pas, le cadrage démocratique tel que dicté, n'est-ce pas, par Alexis de Tocqueville à la suite de Montesquieu et bien plus avant Platon et Aristote. Ces théoriciens, n'est-ce pas, de la démocratie, on peut, n'est-ce pas, s'en tenir à la fameuse logique de gouvernement du peuple. Est-ce que dans notre environnement, nous sommes dans ce qu'il est convenu d'appeler le gouvernement du peuple? Nous savons que non. Docteur, il faut savoir bel et bien que parmi les principes qu'il voulait tout à l'heure énoncer, le principe de base est, n'est-ce pas, celui de l'état de droit. Est-ce que dans notre environnement, nous sommes évidemment dans un état de droit? Il nous semble que non. Il y a quelques jours alors, lors de la rentrée, n'est-ce pas, de la rentrée judiciaire, le premier président
de la Cour suprême lui-même nous rappelait encore quel est ce pays où les décisions de justice ne sont pas applicables. C'est-à-dire, vous connaissez bel et bien qu'au Cameroun, la Cour suprême, n'est-ce pas, ces arrêts qui ne sont pas appliqués ça et là, des ministres qui brocadent, n'est-ce pas, des décisions de la Cour suprême, vous voyez bel et bien que ces principes élémentaires de base qui fondent, n'est-ce pas, le cadrage démocratique sont tout sauf appliqués au Cameroun. Et donc, on est en droit de dire, nous ne sommes pas encore en démocratie au Cameroun, du moins, parce que la démocratie qui est un système de gouvernement, c'est une valeur, a priori. Et est-ce qu'on a déjà adopté cette valeur? Si vous prenez l'autre élément, qui est celui de la séparation de pouvoir, c'est-à-dire que c'est la règle de base en régime démocratique tel que dicté par Montesquieu, est-ce que nous nous trouvons dans cette logique de check and balance? Il me semble que non. Vous avez donc l'impression, quand vous regardez toutes les institutions, on va revenir certainement tout à l'heure, que la prééminence est faite à un individu. On a quasiment calqué tout sur un individu. Et donc, on est donc en droit de croire que nous sommes dans une monarchie constitutionnelle et non dans une démocratie ouverte, telle qu'elle doit l'être. Et vous savez bel et bien que l'autre élément, c'est la question de la nature du régime politique camerounais qu'on ne parvient pas à définir. C'est-à-dire, tous les constitutionnalistes camerounais s'entrechoquent à ce niveau. On s'accorde donc à dire qu'on serait dans un régime présidentialiste. C'est-à-dire, on n'est ni dans un régime parlementaire, ni dans un régime présidentiel, ni même dans un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Et donc, on est dans une exception. Et tout donc, sauf en démocratie. C'est-à-dire, si on reprend le principe tel que dicté par Aristote, c'est-à-dire de la royauté à la monarchie, en passant par l'oligarchie. Donc, tous ces principes sont connus. Et quand on fait la notation du Cameroun, comprenez qu'on est bien dans autre chose qu'en démocratie. D'accord. Patrick, Christian, d'abord, bonsoir. Bonsoir, mon cher Dipita. Bonsoir aux autres panélistes. Bonsoir surtout à vos téléspectateurs que nous avons le plaisir de retrouver. Vous nous prenez en plein dans la première question de ce débat. Vous, d'emblée, ce serait quoi? Écoutez, si on s'en tient à la configuration et à la volonté officielle ou à la présentation officielle, il est clair que autant dans les structures, qu'elles soient celles qui sont récemment mises en place ou celles qui ont déjà un certain nombre d'années d'existence, oui, on peut dresser un tableau qui présente le Cameroun comme étant un État démocratique, tout au moins dans une volonté démocratique affirmée à travers les institutions, la tenue régulière d'élections, qui sont un principe, d'ailleurs le docteur Rifoué le rappelait, qui sont un principe d'appréciation, n'est-ce pas, de la démocratie. L'expression plus ou moins acceptée des concitoyens de leur opinion, à travers d'ailleurs, j'ai envie de dire ce que j'ai appelé sur ce plateau une fois l'opium du peuple, c'est-à-dire qu'une espèce de facilité que nos compatriotes ont à s'exprimer sur tous les sujets, les plateaux, vous voyez comment ça fuse, les débats du dimanche dans l'espace public, les réseaux sociaux. Si on s'en tient à ces quelques éléments qui sont aussi des éléments, des critères d'appréciation de la démocratie et même au-delà de la volonté de permettre à ce peuple d'exercer sa souveraineté par rapport à ces principes-là, on pourrait dire oui. Mais quand on a fini de le dire et de manière assez rapide, on peut quand même comprendre que si on s'en tenait simplement aux simples pathologies d'une démocratie jeune, comme le disait le docteur Rifoué, on dirait oui, c'est des pathologies qu'on peut accepter parce qu'elles sont inhérentes à la vie ou au cheminement démocratique. Nous en avons. Mais nous avons l'impression aussi, malheureusement, que nous avons des formes de pathologies qui n'ont pas encore été véritablement diagnostiquées et qui nous donnent des sérieuses inquiétudes par rapport à la capacité que nous aurons à atteindre les vieilles démocraties avec leurs pathologies, elles aussi. Donc, on peut simplement dire que oui, il y a un certain nombre d'ingrédients, d'éléments, de facteurs qui nous prédisposent ou bien qui nous mettent sur le chemin d'une démocratie. Maintenant, c'est le fonctionnement, les habitudes et les particularités qui s'installent dans cette démocratie qui nous inquiètent. Je vais d'ailleurs, vous me permettrez de l'évoquer,
Vous pouvez être dans l'appréciation de notre démocratie à travers les différents pouvoirs que nous avons, le judiciaire, l'exécutif et j'en passe, et vous rendre compte qu'il est non seulement parfois difficile d'appliquer les décisions judiciaires, mais qu'on se rend compte parfois de l'influence ou de l'impact que certaines personnes du haut de leur pouvoir, et c'est des éléments qui plombent la démocratie, peuvent avoir à martyriser les autres. Vous pouvez être condamné dans ce pays, peut-être même à perpétuité par le TCS et j'en passe, mais vous avez la capacité, vous, par des connexions de ceux qui sont censés protéger la loi, qu'ils soient procureurs, qu'ils soient enquêteurs, vous avez la possibilité, vous, en cabane, parce que vous fuyez la justice de votre pays, vous avez la possibilité de mettre à mal des familles simplement parce que vous avez le pouvoir de la relation, vous avez le pouvoir des moyens, vous avez le pouvoir du relationnel. Vous voyez, des éléments comme ça ne permettent pas d'affirmer avec aisance que nous sommes dans une posture démocratique. Au-delà des institutions qui sont pour la plupart présentes. Achille Lejo, venons-en au déroulé de l'émission tel que planifié. Essayons d'interroger donc le leadership de cette démocratie pour essayer d'en comprendre l'influence sur la gestion du pouvoir au Cameroun. Le leadership ici, évidemment, n'est pas que le parti gouvernant, le leadership dans son ensemble, dans sa globalité, qui s'est peut-être même aussi intégrant les actions et toutes les autres influences de la société civile et des différentes autres structures sociales. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, mon cher, il faut comprendre que la première question, je veux dire que c'est une conséquence de la deuxième. Pourquoi je le dis? Parce que l'exercice du pouvoir au Cameroun empêche l'éclosion de tout leadership, surtout celui qui viendrait de ceux qui ont des idées différentes de la clique qui gère les affaires publiques. Le pouvoir est conceptualisé de telle sorte, de telle enseigne à ce que l'on ne voit qu'une seule personne. Et pour qu'on voie une seule personne, il faut annihiler toutes les velléités, toute tentative de leadership d'un compatriote qui tendrait à faire comprendre le contradictoire dans l'arène politique. Je vais prendre des exemples. Au Cameroun, si vous voulez des beaux textes, quel que soit le secteur, vous en trouverez. Mais dans la pratique, vous vous rendez compte qu'on est très différent, très loin de ce que l'on a comme principe. Le chef de l'État, l'omniprésence du chef de l'État fait à ce que seul son leadership peut être concevable. Et au sein de l'appareil gouvernemental et au sein de l'opposition, il est chef de l'État, chef de l'exécutif, chef de l'État, président de la République, autant pour moi, qui nomme le chef de l'exécutif, c'est-à-dire le chef de gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre, qui définit la politique de la nation, le gouvernement se charge de l'implémenter. Ça, ce sont les dispositions de l'article 10 et suivant de la Constitution du Cameroun 96. Lorsque vous regardez comment le pouvoir exécutif est structuré, vous vous rendez compte que c'est difficile. L'on serait aujourd'hui à se demander est-ce qu'il y a, ou alors pourquoi il n'y a pas un véritable statut de l'opposition chez nous. Mais justement, c'est parce que toute idée contraire à celle du pouvoir doit être annihilée. On n'en veut pas. Lorsque vous avez fait la parenthèse, non, c'est le docteur Rifoué qui a fait la parenthèse sur le vent démocratique des années 90, mais je voudrais également lui rappeler que c'était bon gré mal gré. Le gouvernement de la République du Cameroun, comme toutes les autres nations africaines, ont été forcés à la démocratie, qui est le système de gouvernement le
plus humainement acceptable jusqu'alors. Je dis humainement acceptable, pas pourtant dire que c'est le système de gouvernement le plus perfectible qu'il soit. Or, il est des principes qui permettent à ce que l'on puisse avoir une sorte d'éclosion du leadership au sein de l'appareil gouvernemental, également au sein de l'opposition. Mais dans la pratique, non. Vous allez vous rendre compte, qu'on prend l'appareil gouvernemental, il n'y a pas un véritable dauphinat. D'accord. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'il y a un véritable dauphin au sein du parti au pouvoir. Lorsque vous prenez l'opposition, la démocratie s'accommode telle des dauphins. C'était juste pour vous relancer, vous reviendrez peut-être tout à l'heure. Patrick Rifoué. Bon, écoutez, le débat que vous... Nous sommes sur le leadership. Hein. Oui, le débat que vous suscitez, je vais faire une petite... je vais faire un petit crochet avant de revenir à cette question. Le débat que vous suscitez est intéressant, mais il part d'un principe qui lui-même est remis en cause aujourd'hui et je voudrais qu'on s'accorde là-dessus avant de poursuivre. Le principe veut que la démocratie soit à peu près le système de gouvernement, en tout cas le système de dévolution du pouvoir, le système de désignation des dirigeants le moins mauvais. Non, pas seulement de désignation, de gestion du pouvoir, de gestion des affaires publiques, pas seulement de désignation des gouvernants. Permettez que... Mais nous sommes quand même dans un moment historique où on voit bien que même dans les sociétés occidentales, cet horizon qui semblait indépassable est aujourd'hui remis en cause. Parce que même en France, il y a un sondage qui a été publié récemment où on vous dit que à peu près un tiers des moins de 35 ans souhaitent un pouvoir fort. On est quand même en France, où des jeunes vous disent qu'ils sont plutôt pour un régime autoritaire. Et quand on... Où est la corrélation? Où est la corrélation? Mais ça signifie... Mais quand on dit qu'on veut un régime fort, et ce sont des jeunes qui veulent un régime fort, ça signifie qu'on veut sortir de la démocratie qui n'est plus... Si, justement. Actuellement, c'est les socialistes. Mettez les républicains. Si vous voulez... Ça n'a rien à voir. Vous voulez un régime fort? Prenons l'exemple des États-Unis. Non, ça c'est instructif. Actuellement, les démocrates sont au pouvoir, ils sont censés, de façon imagée, ils sont censés être mous. Alors les républicains, c'est les durs. Si vous voulez des durs au pouvoir, j'allais faire la précision. Quand on parle de régime fort, les modèles, c'est le président chinois, c'est Vladimir Poutine, c'est Erdogan. Ce n'est pas le président américain. Erdogan en Turquie. Voilà, Erdogan en Turquie. Donc, ce sont tout sauf des exemples de démocrates, je suis désolé. Donc, Trump ne se rapproche pas de ces exemples cités-là? Mais Trump, c'est le cas de... Est-ce que le Trump ne se rapproche pas de ces exemples? Non, je suis désolé parce qu'il c'est des républicains. Non, il ne s'agit pas d'un individu. Trump est peut-être populiste, mais Trump, pour moi, c'est justement le symbole des maladies qui touchent les vieilles démocraties. C'est quand même un individu qui est capable de vous contester une élection présidentielle aux États-Unis et qui continue à dire, 4 ans plus tard, qu'il n'a pas perdu cette présidentielle. Bon, on se croirait au Cameroun, non? Donc, c'était simplement une parenthèse pour indiquer que la démocratie n'est peut-être pas un horizon indépassable et qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres systèmes démocratiques. Maintenant, pour en revenir à la question du leadership, je pense que la question du leadership ne concerne pas simplement la gouvernance de celui qui a été élu, à la fois la gouvernance de sa formation politique, mais la gouvernance des affaires publiques. Je pense que quand vous posez la question, elle concerne aussi la manière dont l'ensemble des formations politiques, en tout cas les plus importantes, sont dirigées. Et moi, j'ai envie de dire qu'il y a des patterns qui sont des patterns communs. Pour prendre le cas du SDF, je commencerai par le SDF. Bon, le chairman a régné sans discontinuer sur le SDF jusqu'à ce qu'il décide de passer la main. Non, ça c'est une contre-vérité. Écoutez. Non, c'est une contre-vérité. En tant que conseiller juridique national du SDF, je ne peux pas laisser. Non, j'aurais voulu que, dans votre argumentaire, laissez comprendre que le chairman
a effectivement été président national du parti. Sans discontinuer. Sauf qu'il a été face à des élections internes au parti. Et je peux vous citer plusieurs personnes, plusieurs camarades ou plusieurs anciens camarades qui l'ont challengé à la présidence nationale du parti, et à l'issue des votes à base du scrutin, du bulletin unique, il est sorti vainqueur. Laissons rapidement Patrice terminer, les autres s'il y a des contre-vérités, il faut mieux engommer. Quand ça passe, c'est plus bon. Je suis désolé, cela ne contrevient en rien à ce que j'ai dit. J'ai dit que le chairman a rien sans discontinuer à la tête du SDF jusqu'à ce qu'il décide de manière volontaire de passer la main. Personne ne lui a forcé sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, je constate que ceux qui sont entrés en dissidence vis-à-vis du chairman ont été éconduits par la justice qui leur a demandé d'aller voir ailleurs. La justice considérait peut-être que le SDF, c'était d'abord la chose du chairman, et donc que les contestataires devaient aller créer... Dire que la justice a considéré que écoutez, le SDF... Non, je ne peux pas vous laisser permettre, docteur. Permettez que je termine. Vous me corrigerez. Le représentateur ne doit pas laisser passer ces choses. Parce que vous faites insulte à la justice camerounaise. Lorsque vous dites que la justice camerounaise a considéré que le SDF, c'est la chose du SDF. Le SDF, c'est une organisation, c'est une association, ça a des règles. Non. Oh là là. Je ne lui donne pas raison. Nous ne sommes pas en démocratie. Il faut qu'on soit... Je ne voudrais pas qu'il dise ça en mettant une peinture noire sur mon parti. Non, je ne peux pas... Une seconde, je vous en prie. Ouais. Je suis d'accord sur votre démarche. Mais c'est que si vous parlez en même temps, vous-même, vous ne serez pas compris dans le correctif que vous apportez. Donc, je suggère ceci. Permettez-moi de développer. Laissez-le terminer. Non. Ensuite, vous me corrigerez. Non, laissez-le terminer. Vous notez. Ensuite, vous me corrigerez. Dès qu'il termine, là, il a encore quelques secondes, vous pourrez rapporter. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'appareil argumentatif des juges. Je conclus en disant que, voilà, je dis que les juges ont considéré que c'était la chose du chairman et qu'ils ont dit à tous les dissidents, allez voir ailleurs si le chairman y est. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils sont tous allés voir ailleurs. Vous êtes caricatural. Je comprends bien. Vous voulez que je laisse passer? Je simplifie si vous permettez. Ça fait partie du jeu démocratique. Je simplifie si vous permettez. C'est mon opinion. C'est ma lecture. Vous en profitez pour lui mettre un coup. Voilà. C'est ma lecture de la situation. Maître pourra donner sa lecture à lui de la situation, mais c'est ma lecture de la situation. Mais oui, il y a eu des élections en interne. Mais bon, les challengers, ils ont eu le même sort que les challengers du président Biya ont souvent au sein du RDPC. C'est-à-dire il y a deux ou trois personnes qui les suivent. Et puis, lorsqu'il faut élire, bon, il est élu par acclamation. Ensuite, vous avez quand même en une seconde pour terminer. Vous avez des partis. Là, je parle des partis beaucoup plus anciens, parce que le SDF, c'est un parti plus ancien. Ensuite, vous avez des formations politiques relativement jeunes. Bon, il y a un débat là-dessus avec la contestation de Robert Kona, mais vous avez quand même des ovnis politiques comme Cabral Libi, qui était simplement une personnalité médiatique il y a quelques années. Bon, je veux bien que Christian, qui est là, conteste le leadership démocratique de Cabral au sein du PCRN. Il nous a dit tout à l'heure que nous ne sommes pas en démocratie. Moi, je ne sais pas comment, en étant hors de la démocratie, Cabral Libi, Vous pourriez leur donner une idée, susciter des candidatures. Mais, bon, j'ai parlé, j'ai réfléchi à haute voix. Voilà. Merci, vous avez la parole. Merci, Patrick. Donc allez-y sur la question du leadership en démocratie. C'est le premier point seulement. Écoutez, pour évaluer, cette question me semble un peu antinomique à la logique démocratique. Parce qu'en réalité, si on s'en tient aux principes élémentaires de base démocratique, et le docteur Ifoui l'a rappelé tout à l'heure, s'il faille parler, n'est-ce pas, des individus forts, des gens ont dit qu'on serait là dans un environnement de monarchie. Et par conséquent, on serait donc... Est-ce que le leadership est systématiquement un argument de dictature? Par contre, non, ce n'est pas de la dictature. Sans te couper, Christian, on peut être en démocratie et avoir des
leader de type charismatique. Laissez-le Mélenchon est un leader charismatique, même si on est en France. Vous ne m'avez pas laissé en arriver. Allez-y. S'il faut évidemment développer la typologie de leadership telle qu'énoncée par Max Weber, on en arrivera à ce niveau. Seulement, il faut sortir, n'est-ce pas, de cette emprise. Parce qu'il y a une contradiction, évidemment, avec la logique démocratique de base, qui, en réalité, elle repose sur la majorité. C'est-à-dire, c'est le principe de base démocratique. Sinon, pour moi, en tant qu'individu, je suis femme de l'aristocratie. En tant qu'individu, je ne dis pas le bien parce que l'aristocratie, évidemment, ici, c'est le gouvernement de quelques individus, mais les meilleurs. C'est-à-dire les charismatiques, les leaders, ceux qui en incarnent, n'est-ce pas, un certain savoir, une certaine capacité à pouvoir l'idée, n'est-ce pas, la majorité. Par contre, dans le style qui est le nôtre, il faut l'avouer que on peut, n'est-ce pas, ici, remonter l'histoire. De 90, certainement aux années 2000, on a des leaders politiques charismatiques, notamment le leader historique du SDF qui, Johnny Djofou à son âme, qui nous a donné des éléments de notre engagement politique. Et bien avant lui, si on reprend de 60 à 90, les Oumiobe et les autres qui ont mené la scène politique. Et de 2000, certainement de 2020 à date, vous avez donc d'autres leaders politiques, c'est pour faire qu'on parle de leadership et non de leaders. C'est là ceux qui ont mené le leadership. Et donc, vous avez des individus comme l'honorable Libby Cabral, pour parler le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et je vais rassurer le docteur Patrick Rifoué qu'il y avait des candidatures face à l'honorable Libby au congrès des Kribi. Pour vous dire donc, chez nous, ce n'est pas quelque chose de factice. Comme ça se passe, dommage que ce congrès comme ça se passe partout ailleurs. Et ça nous ramène tout à l'heure, évidemment, à parler de la logique démocratique. Je ne sais pas pourquoi vous essayez. Donc, laissez-moi parler, je n'ai pas encore parlé, rassurez-vous. Où est-ce que vous posé? Je suis dans ma peau d'université encore. Je vais revêtir la peau de politique tout à l'heure. Donc, je le dis évidemment, dans un environnement comme le nôtre, il est difficile. Parce que la première des choses, c'est que c'est les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu qui encadrent le jeu politique? Et tout à l'heure, Christian Patim d'abord le disait, et quand ces règles ne sont véritablement pas transparentes, ne sont véritablement lisibles ou visibles ou accessibles à tout le monde, il est donc difficile de pouvoir parler de leadership dans un environnement comme celui-là. Sinon, on s'en tiendra aux postures comme celle du docteur Rifoué tout à l'heure qui parlait d'OVNI, hein, où on aura donc des gens qui auraient des postures essentiellement messianiques. Parce que dans un environnement où on coupe les têtes de tout le monde, où on a moulinexisé, tant pour moi le leadership politique, avec quelqu'un qui veut dire qu'il écrase, n'est-ce pas, tout sur son chemin, ça pose donc un problème. C'est-à-dire qu'il t'a coupé les têtes et sorti un hégémon central. L'hégémon central étant bien et bien, ici, notamment, on l'appelle comment? Le vénérable patriarche, le Négus de Yaoundé. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous arrange, nous, dans notre posture. Nous, ici, les questions ici de développer un environnement nouveau, des paradigmes nouveaux, c'est-à-dire une autre approche de faire la politique, une approche qui agrégerait évidemment toutes les sensibilités, mais ces sensibilités qui ressortiraient une nouvelle classe politique. C'est-à-dire, et il faut le dire, à date, la classe politique est déliquescente. Il faut la restructurer, il faut la reprogrammer, il faut la refaire. C'est peut-être pourquoi à date, nous avons certainement le problème de leadership. Parce que je compte désormais sur vous, Patrick Christian d'abord, parce que j'observe que les politiques qui sont là prennent soin de ne pas indiquer, identifier le leadership ou lui attribuer un visage ou lui attribuer un nom. Si je m'avais permis de chuter en 30 secondes. Bah, sinon, vous l'avez fait. Si vous permettez, non, nullement. J'aurais pu dire, évidemment, on peut donc aller dans la logique institutionnelle. Évidemment, si on en prend, si on a un principe démocratique, si on parle de la démocratie parlementaire, le leadership parlementaire ou le leadership institutionnel, comme ça se passe dans tout régime démocratique, a priori, je chute par là, a priori, si vous apparentez l'UNDP, n'est-ce pas, au parti au pouvoir, c'est une évidence, c'est une vérité de la palisse que le PCRN et le leadership politique, institutionnel, parlementaire incarné par l'honorable Libby Cabral. Mais je ne voudrais pas ici faire l'apologie d'un individu. D'accord. Est-ce que vous pensez sérieux que ça fait 10-15 minutes qu'on parle du leadership et personne n'a encore indiqué aucun homme politique qui se démarque, qui se détermine vigoureusement par son leadership? Je vous dirai pourquoi. Je laisse d'abord Patrick Christian d'abord. Je vous laisse revenir. Ben, écoutez, moi, le premier constat que je fais, c'est que peu importe, n'est-ce pas, le régime ou la forme d'expression
que nous avons dans la gouvernance, il est inévitable de ne pas penser à un leadership ou à un leader. Peu importe le régime, qu'il soit parlementaire, présidentiel, sémi, ou même, j'allais dire, pour quelques-uns dictatorial, vous avez affaire à un leader, à des leaders. Même si vous avez la présentation d'un régime parlementaire, vous allez finir par un leader. Le plus important de mon point de vue n'est pas la crainte du leader, mais la qualité du leader. Et je voudrais ouvrir la parenthèse, je vous donne la parole. Ça se voit d'ailleurs dans une démocratie comme les États-Unis. Tout à l'heure, on disait, le Parti démocrate a beau faire ce qu'il a beau faire, le candidat naturel, c'est toujours le président sortant quand il est au pouvoir. Et on voit bien que du côté des républicains, personne ne peut contester le leadership de Donald Trump. Je vous laisse poursuivre. Et donc, la qualité du leader impacte sur l'action du leader, de sa famille politique. Et d'ailleurs, il est même dangereux de penser qu'une famille politique peut avoir des ambitions sans se définir ou s'accorder sur un leader potentiel. En fait, moi, je suis sur la question de sortir de l'hégémon, en fait. D'accord. Et de parler davantage du leadership. Vous avez compris, laissez-le poursuivre. Le tout réside, et je pense le tout réside dans les principes qui guident l'idéal de la famille politique. Là, on est d'accord. Si vous êtes d'accord sur ces principes et que la stature du leader se dégage de ces principes-là, il va de soi qu'à un moment donné, vous allez tous convenir sur... C'est pour ça d'ailleurs que dans certaines familles politiques, indépendamment du régime, on peut prévoir sur une durée, sur une période, qui sera le leader ou qui est le potentiel leader. Regardez en Afrique du Sud. Vous êtes avec un leader au pouvoir, mais on sait déjà qui. Alors, nous allons même parler de la Chine, qu'on estime être un pouvoir dictatorial. Mais il y a des batailles en interne. Comment on appellerait ça? Démocratie ou pas? Est-ce parce que nous avons un parti unique que de ce côté-là, ça n'a pas d'importance de voir les enjeux à l'intérieur du parti? Le plus important, je reviens sur la qualité du leader, sa capacité à être représentatif des principes qui fondent sa famille politique, de l'idéologie à laquelle appartient sa famille politique. Dans le contexte camerounais, il faut se dire que nous avons des leaders, nous en avons eu, des charismatiques. Aujourd'hui, peut-être l'appréciation du terme charismatique peut faire débat au regard de ce que nous voyons de certains leaders. Mais nous en avons eu ici. Écoutez, on peut rendre un hommage à une figure comme Ni John Fundi. J'en prendrai d'autres, parce que nous avons vu ce qu'il a réussi à exprimer, à démontrer au devant de la scène politique, dans l'espace public. Certains peuvent être d'accord ou pas, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé lors des dernières élections, avec une figure comme Cabral Libi, avec une figure comme Maurice Kamto. On a vu qu'il y avait, d'une manière ou d'une autre, maintenant l'appréciation des orientations ou de l'attraction que ces leaders avaient sur une certaine frange de la population peut faire débat. Mais nous avons vu quand même que cela a suscité un certain nombre. Moi, je ne vais pas revenir sur le président au pouvoir parce que, bon, on va avancer tout un certain nombre d'arguments qui feraient croire que, parce qu'il est au pouvoir, tout ce qui se mobilise derrière lui est forcément lié à un certain nombre d'avantages ou alors d'interférences. Mais toujours est-il que ne regardez pas le parcours d'un président comme celui-là sur sa durée au pouvoir. Regardez lui aussi les faits qu'il a même d'abord fait au début de sa carrière, pendant sa carrière, et la capacité qu'il a même finalement à retourner certains leaders qu'on a dit charismatiques. On ne fait pas ça si soi-même on n'a pas une certaine posture charismatique. Nous avons des leaders au Cameroun. Dans chacune des formations politiques, on peut les compter, les citer. Mais le problème, c'est la capacité de ces leaders à tenir sur les ambitions qu'ils présentent au peuple, aux populations, sur la durée. La conquête du pouvoir est un processus qui parfois peut prendre le temps d'une vie, qui parfois peut même être une action qu'on a engagée que d'autres vont terminer. Est-ce que nos leaders, aujourd'hui, se définissent comme étant des artisans d'une conquête de pouvoir
ou simplement des messies par qui tout doit passer ou rien ne passera? D'accord. Voilà la question. On s'accorde désormais. La suite, les institutions démocratiques, comment peut-on examiner le fonctionnement des institutions démocratiques et leur impact sur la gestion du pouvoir? Maître Ledio. Votre question, pardon? Sur la prochaine sous-thématique, c'est l'évaluation des institutions démocratiques. Quel est l'impact qu'elle a sur la gestion du pouvoir? Ok, avant Cette de évaluation. revenir sur votre question, permettez que je fasse 2 ou 3 observations Bien sûr. qui seraient très courtoises à l'endroit de monsieur le docteur Rifoué, car tout à l'heure, dans une contorsion, avec des contorsions, il a voulu, dans un lyrisme qu'il apprécie seul, il a voulu dire des choses pas exactes sur la personne du président national Ni John Frondi, paix à son âme. Je voudrais d'abord clarifier 2 choses. La première, c'est que le président national Ni John Frondi a toujours été réélu après ou alors à l'issue d'un congrès, et il a toujours été challengé. La commission d'investiture a toujours validé les candidatures de ces challengers. Place au débat, place à la campagne. Au finish, il a remporté. A contrario, ce n'est pas le même scénario que l'on vit au sein du RDPC. En 60, l'UNC est créé. En 1985, le RDPC prend la place. L'UNC se transforme en RDPC. Et depuis 1985, c'est M. Paul Biya qui gère le RDPC. Votre dernier congrès, le 3e du genre, en 39 ans d'existence, je crois que c'était en septembre 2011. On n'avait plus jamais tenu de congrès. Et il est à la tête du parti, toujours investi comme candidat naturel. Avez-vous ajouté ce qualificatif pour le parti? Autre chose qui n'est pas des moindres, lorsque vous venez sur un plateau comme celui-ci, dire que la justice camerounaise n'a à considérer que le SDF est la chose de M. Ni John Frondi, vous caricaturez la justice camerounaise et vous savez bien que cette justice doit bientôt se prononcer. Non, je voudrais que... Cette caricature-là. Non, non, on se comprend. Je ne veux pas pousser le bâton loin. Donc, disons tout simplement que restons bourgeois. C'est subtil. Oui, non, c'est un ami. Juste qu'il a appris dans son lyrisme qu'il apprécie seul, il a voulu salir la mémoire du regretté Ni John Frondi, et je pense qu'il était question pour moi de revenir là-dessus. Il ne suffit pas d'avoir les principes. On a les principes, je l'ai dit, on a les textes, mais il faut encore voir leur mise en œuvre pour savoir si effectivement on peut se qualifier démocratie ou pas. Revenant sur votre question, quelle évaluation, autant pour moi, pouvons-nous faire des institutions démocratiques? Alors pour que les institutions démocratiques puissent produire quelque chose, pour que les institutions, disons-le comme ça, puissent être compétitives, il faudrait d'abord que ces institutions soient fortes. Lorsqu'au Cameroun, vous regardez, on n'a pas des institutions fortes. On a le système à travailler de telle sorte qu'on ait plutôt des hommes forts. Lorsque vous prenez la chambre, allons-y avec les institutions. Lorsque vous prenez une chambre comme l'Assemblée nationale, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, qu'est-ce que l'on, au jour d'aujourd'hui, peut retenir du Sénat? Rien. Tout simplement... Ils votent les lois, ils contrôlent l'action du gouvernement. Ils ont contrôlé quoi? Voilà le rapport de la Chambre des comptes qui a dévoilé un certain nombre de suspicions de détournement des deniers publics relativement à la construction des infrastructures publiques, la CAN et tout le reste. Qu'est-ce que cette institution a fait? Revenons à l'Assemblée nationale. Je crois que c'était hier ou aujourd'hui qu'il y avait la rentrée, l'ouverture solennelle. Vous allez vous rendre compte que
toutes les propositions de loi, je dis bien toutes les propositions de loi, aucune ne doit passer, et vous allez vous dire que l'opposition ne travaille pas. Non, c'est justement parce que toutes les propositions de loi, lorsqu'elles ne sont pas au goût du gouvernement, ne traversent pas la conférence des présidents. C'est peut-être aussi une preuve que c'est un Parlement, une Assemblée nationale dynamique. Les propositions de loi arrivent, le parti dominant les rejette, ce qui est dans le jeu démocratique. Donc il y a... Vous et moi, si je n'étais pas dans le cercle de ceux qui déposent souvent les propositions de loi, comment vous saurez? Le Camerounais lambda, comment saura-t-il qu'effectivement les députés se battent quand même pour déposer les propositions de loi qui malheureusement ne traversent pas, parce qu'il y a tout un process qui ne traverse pas pour arriver en séance plénière. Donc c'est pour dire tout simplement que nous avons mis sur pied des institutions qui aujourd'hui ne nous permettent pas de faire une évaluation nette de leur apport dans la construction d'un État démocratique chez nous. Or, regardez ce qui vient de se passer au Sénégal. Je fais le parallèle avec le Sénégal. La Cour constitutionnelle venait de dire et d'annuler, n'est-ce pas, le décret du président de la République, M. Macky Sall, qui reportait les élections. Mais ici, au Cameroun, quel est le magistrat qui peut avoir le toupet de se prononcer sur un décret du président de la République? J'annonce déjà de prime abord. Ou alors, prenez ça en prime. Je suis aussi chez moi ici. Bien sûr. Si le président de la République, il a eu à le faire en 2018 et en 2020, il a prorogé le mandat des conseillers municipaux et des députés, parce que ça finissait en 2018. Il a prorogé un an, 2019, il a encore prorogé un autre pour finir en 2020. Je dis, s'il proroge encore cette année, je le dis, moi je vais attaquer ce texte et je mettrai les magistrats, les hauts magistrats de la République devant leurs responsabilités. Et la justice vous répondra, ça fait quand même partie de... Moi je le dis, je l'ai toujours dit, le président apprécie. Même hier sur un autre plateau de télévision, je l'ai dit, j'ai foi en la justice camerounaise, sauf qu'elle est gangrénée, elle est plombée. Le dynamisme de la justice camerounaise est plombé par certains brebis galeuses qui ramènent, c'est-à-dire qui ont des pratiques si vous la saisissez, insupportables. Le jour que vous aurez affaire au tribunal de premier instant de Douala Bonanjo, vous reviendrez me dire, Maître Lejo, essayons dégrainer le chapelet des reproches que vous faites souvent. Non, je préfère vous rencontrer sur le plateau, pas là-bas. Patrick, sur la question, les autres, on va sur la question des institutions démocratiques en évaluation avec le thème ce soir. Alors, je pense que l'entrée, la question d'entrée de ce programme permettait déjà de toucher la problématique de ces institutions. Les institutions qui concourent, tout au moins qui sont mises en place pour concourir au jeu démocratique, elles ont un rôle, peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Parce qu'au-delà des institutions, il faut aussi voir les hommes. Les hommes qui concourent au fonctionnement de ces institutions. Leur parcours, un certain nombre d'acquaintances qu'on leur reproche, mais surtout les contingences avec lesquelles ces institutions-là fonctionnent. Notre pays fait face à un certain nombre de pressions qui font en sorte que sur le plan quotidien, économique, il y a même déjà beaucoup de difficultés pour nos compatriotes, avec donc un impact parfois sur un certain nombre de dispositions et de fonctionnement. Maintenant, les personnes qui incarnent le fonctionnement de ces institutions ne viennent pas de nulle part. Ces personnes ne viennent pas de nulle part. Et j'ai entendu les uns et les autres ici décrire, peut-être avec beaucoup de justesse, les interférences qu'il y a souvent dans le parcours de ces personnalités qui pourraient d'une partie justifier les procès d'intention qu'on leur fait dans leur capacité à faire fonctionner de manière assez objective, impartiale, ces institutions-là. Mais derrière, on perd souvent aussi de vue le gap qu'il faut pour amener ces institutions à maturité. Parce que nous avons presque été d'accord ici que nous sommes dans une démocratie encore jeune sur le plan de son existence. Donc, avec les pathologies, j'emprunte l'expression au docteur Rifo, les pathologies d'une jeune démocratie. Maintenant, ce serait peut-être masquer la main ou les intentions
malicieuse de certains qui, de façon explicite ou de façon voilée, plombent le fonctionnement de ces institutions. Nous avons, à travers les institutions qui concourent à la démocratie dans notre pays, le côté positif de la médaille et son revers. Le revers parce que la classe politique, la ressource politique de notre pays, quand vous regardez, nous n'avons que, je vais dire, depuis le retour du multipartisme, une trentaine d'années, toutes ces ressources politiques, cette classe politique ou bien cette classe administrative se retrouvait dans une même famille politique avec les mêmes intérêts. Ce n'est pas en un clic qu'on va changer un certain nombre de connexions et autres. Donc, je voudrais dire que la maturité nécessaire au fonctionnement de ces institutions n'est pas encore atteinte. Il y a des petits pas, mais des petits pas qui aujourd'hui semblent très étouffés par les attentes, la pression, mais surtout aussi, on en reviendra, ce que je pourrais appeler la complicité même des hommes de la famille, de l'environnement politique, qu'ils soient pas seulement du parti au pouvoir, mais même de l'opposition. Et sur quel point reviendrons-nous là-dessus? Lorsque vous allez évoquer la responsabilité des formations politiques dans le système, dans l'environnement. Je voulais bien noter ça pour vous y relancer. Christian Djokongo. Écoutez, il faut le dire, les institutions dans notre environnement sont essentiellement fébriles. Parce qu'elles ont été taillées à la mesure d'un individu. Donc, elles n'ont pas été projetées comme étant des institutions. Parce que ce qui caractérise l'institution, c'est son indépendance. Je peux prendre des institutions, c'est-à-dire celles qui relèvent, n'est-ce pas, du droit politique ou essentiellement du droit administratif. En venant, par exemple, à une institution comme l'administration territoriale, qui inhibe toutes les libertés précédemment acquises de haute lutte. On dit les lois de 90. Par exemple, que ce soit la 055, la 056 et les autres, vous avez quelqu'un qui vous sert quasiment du voyeurisme administratif et du brigandisme politico-administratif. C'est-à-dire, excusez-moi, le voyeurisme ou le voyeurisme? Je parle bien du voyeurisme. De voir? Non. De voyou? Voyou. Ok. Voilà. Et du brigandisme politico-administratif, n'est-ce pas, que nous sait le ministre de l'administration territoriale. C'est bon. Vous savez bel et bien comment il est dénoncé, comment il est fait. Tout à l'heure, je vous prends des exemples pour qu'on se comprenne, pour qu'on parle terre à terre, pour qu'on se comprenne au quartier. C'est-à-dire dans notre environnement, c'est-à-dire au Parlement, est-ce que vous savez bel et bien que les projets de loi priment sur les propositions de loi? C'est quand même, c'est-à-dire que c'est inacceptable, ça n'existe nulle part au monde, seul le Cameroun là. Deuxième élément, allons-y dans l'environnement judiciaire. Est-ce que quand on parle de l'indépendance de la magistrature, est-ce que vous savez qu'ici au Cameroun, le Cameroun est le seul pays où l'administrateur est magistrat? C'est-à-dire Paul Biya peut décider de libérer tel a volé 50 millions, on dit bon, libérez cet monsieur parce qu'il a fait telle ou telle chose. Et c'est un peu quand la justice... Tout ça, quand on parle de l'infiltration, non, vous dites donc qu'on est tout sauf en démocratie. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On dit au ministre, est-ce qu'il doit interférer dans le judiciaire? Ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que le principe cardinal, le principe de base du droit démocratique, c'est l'indépendance de la justice. Le second, docteur, il faut là citer malicieusement. Il a commencé par le 5e ou bien les 4 premiers. Le second, c'est la soumission de l'état de droit. C'est-à-dire, se soumettre aux décisions de justice et des autres. Est-ce que vous avez l'impression que les décisions de justice sont exécutées au Cameroun? Je vous dis bien, reprenez, n'est-ce pas, le premier président de la Cour suprême, Samuel Mokobesone, lui-même l'a décrié. Si vous imaginez que le premier président de la Cour suprême, lui-même, en fait cette caricature, ça veut dire qu'on est mal parti, on est barré. On a envie d'acquiescer, n'est-ce pas, la posture du ministre de l'eau qui a dit qu'il faut prier Dieu pour qu'on puisse avoir de l'eau au Cameroun. C'est dans cet environnement que l'on est, où les institutions sont taillées à la mesure de l'individu, où il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est ça le problème. Nous sommes en session parlementaire en ce moment, ce qui a été ouvert aujourd'hui. Vous voyez bel et bien que là-bas on est en train d'attendre. On polarise tout, on vous dit il faut tel ou tel. Le travail premier, qui est celui, n'est-ce pas, des parlementaires, c'est-à-dire la production de lois, c'est-à-dire les lois émanant d'eux. On leur enlève cette capacité, ce pouvoir. Et si vous pouvez imaginer, c'est pour ça qu'ils sont insultés par les ministres. C'est-à-dire, vous savez quand même des gens qui détiennent le pouvoir du peuple, c'est-à-dire a priori, n'est-ce pas,
du principe de droit démocratique, mais vous avez des gens qui sont nommés par un autre indirect, par voie indirecte, et qui le font. Donc, quand vous observez comment fonctionnent les institutions au Cameroun, évidemment, ça plombe autant pour moi notre environnement dit démocratique. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, on est encore loin. Je me refuse de dire que nous sommes déjà dans un environnement a priori démocratique, parce que la démocratie, c'est des valeurs. Et quand on fait ces valeurs, ça pose un problème. Prenons même le cas, n'est-ce pas, des institutions qui encadrent le jeu politique. Vous prenez un élément comme la vacance du président de la République. Notre président est, au soir de sa vie, du haut de ses 91 ans, au troisième âge, si aujourd'hui il venait à décider, la Constitution n'a nulle part, je parle sous contrôle de M. Ledjo, n'a prévu nulle part qui va déclarer son décès, quelle est la forme, comment ça va se passer. C'est-à-dire, on peut même le momifier et attendre pendant 1 an ou 2 ans, on ne saura pas comment ça se passe. Quand vous avez donc ces éléments, en termes d'évolution même du pouvoir, qui ne sont pas encadrés, je ne vais pas revenir sur le système électoral en lui-même, c'est-à-dire la mécanique fonctionnelle, comment ça s'opère. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme cela qui sont évidemment à entamer, parce que je crois qu'on est encore loin. On n'a même pas encore entamé le processus. Mon frère, d'abord, je vais être vrai avec vous, on n'a même pas encore entamé ce processus. Tout au moins, si on appliquait le minimum 10% des règles dont on s'est choisi au Cameroun, on en serait loin. Et donc, je comprends que si vous avez le premier individu qui viole la Constitution, c'est-à-dire le président de la République, qui ne fait pas appliquer des lois, si vous prenez par exemple la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, jusqu'à date, des institutions ne sont pas encore mises sur pied. La HAC et les autres. Vous vous dites, mais comment 30 ans plus tard, c'est-à-dire un décret, comme il peut le faire, il ne parvient pas à le faire, il s'en fout donc, s'il peut violer, c'est-à-dire la norme suprême du Cameroun, c'est-à-dire c'est le premier voyou. Et donc, vous voyez donc les autres le faire comme lui. Vous avez la Cour suprême qui vous prend des arrêts, et un ministre vous dit, vraiment, allez au diable avec. Ça n'existe nulle part dans un autre pays. Donc vous allez certainement me dire quelle est la nature du système du gouvernement dans lequel nous sommes. On est tous juste avant que le docteur... Vous savez, les postures, moi je peux comprendre, hein, les hommes politiques, chacun dans sa chapelle avec les arguments. Mais on a quand même l'obligation de savoir où on est, ce qui se passe, et de décrire le gap ou de présenter le gap qu'il nous faut pour arriver, peut-être pas vers la perfection. Parce que dire quand même qu'on n'a pas commencé encore, alors que votre formation politique a des élus, et quand même aller aux élections avec ces systèmes-là, avec tous ces... et a réussi à avoir des élus, pareil pour le SDF, d'ailleurs qui revendique même une victoire dans un système qui était encore peut-être un peu plus présenté en 90, le SDF le revendique, même si officiellement ce n'est pas le cas. Vous n'avez certainement pas compris. Je voudrais dire, c'est pas parce qu'il y a les élections au Cameroun, c'est pas parce qu'il y a les 3 pouvoirs au Cameroun, vous pensez que nous allons nous gargariser de la tort de l'État démocratique. Même dans un environnement monarchique, il y a des élections. Même en Chine et les autres dictatures. Il n'est pas question de donner un chèque en blanc à ce qui se passe. La question du journaliste, c'est l'évaluation des institutions de la République. Lesquelles institutions vous évaluez? Mais allons-y. Celles qui vous permettent d'avoir des élus? Toutes ces institutions de dévolution du pouvoir, vous pensez que le jeu démocratique. Nous ne pouvons pas faire comme si nous sommes dans une table rase. Non. Si vous pensez que ce que vous et moi on fait sur ce plateau, vous allez appeler ça la liberté d'expression? Mais vous parlez là. Je vais vous dire alors. Vous parlez là. Écoutez, vous qui êtes en train, liberté de bavarder, vous qui êtes en train, je suis le premier, je suis le si vous voulez parler, vous êtes entré en politique, c'est-à-dire bavarder de telle sorte que ça ne touche pas les intérêts de Yaoundé. Vous savez dans quel contexte les gens ont évolué en 92? Les intérêts de Yaoundé, on vous dit arrêtez ça. Non, vous parlez de quoi? Quand on arrive à museler un journaliste, vous appelez ça quoi? Vous ne pouvez pas attaquer les difficultés liées à ce système si vous fermez la voie sur les petits parcs. Parce que nous sacrifions nos vies. C'est parce que nous sacrifions nos vies qu'on arrive à ce minimum-ci. Vous n'êtes pas seul à sacrifier vos vies. Non. Vous, les hommes politiques, vous avez parfois l'impression que vous avez le monopole de la lutte. Au-delà du monopole, vous avez la solution magique. Dites la vérité. Pas la solution magique. Dites la vérité à vos compatriotes. Ils vont vous comprendre. Dites la vérité à vos compatriotes. Ils vont vous comprendre. Que j'ai battu le macadam pour contester.
Je peux dire autant de fois que j'ai écumé les plateaux de télévision comme ça pour contester. Mais Christian, lui, il ne comptera pas 2 fois où il a battu le Macadam. En même temps, ce que Christian me dit 2 fois. 2 fois. Non, ce que Christian non, parce que lui, il s'en prend maintenant à l'homme politique que nous sommes. Non, Christian, il faut savoir que notre travail, c'est de regarder les faits. Christian. Notre travail, c'est de regarder les faits. Donc vous pensez que nous ne regardons pas les faits? Et lorsqu'on regarde les faits, vous pensez que nous ne regardons pas les faits? Il n'y a pas de question partisane. Vous avez une posture partisane. Mais si vous ne voulez pas accepter cette posture partisane, il y a un problème. Permettez que vous donnez des éléments factuels. Je ne quitte pas. Mon constat n'est pas ex-nihilo. Mon constat n'est pas ex-nihilo. Mais vous êtes aussi péremptoire que vous ne pensez pas les choses. Les amis, on avance dans le débat. Docteur Patrick Rifoué sur la question des institutions. Bon, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le plan des pathologies. Il y a beaucoup de caricatures dans ce qui est dit. Je suis désolé, mais je vais commencer par faire quelques parallèles. J'ai entendu dire ici qu'il n'est pas acceptable qu'en démocratie, les propositions de loi priment sur les projets de loi. Mais la démocratie implique un certain nombre de configurations. Permettez, la démocratie... Ne corrigez pas. La démocratie... Une seconde. Pardon, essayons d'implémenter cette politesse de plateau. La démocratie... Reprendre, notez simplement. La démocratie implique un certain nombre de configurations. Quand vous êtes dans une configuration où le président de la République a la majorité à l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir avec la configuration dans laquelle le président de la République est minoritaire ou doit cohabiter avec une majorité autre à l'Assemblée nationale. Moi, on regarde tous, tropisme francophile oblige, on regarde tout ce qui se passe en France. Je n'ai vu aucune proposition de loi qui soit passée. Je précise que Renaissance a la majorité relative là-bas. Bon, je n'entends aucun Français dire que c'est un déni de démocratie. Donc il faut être sérieux et il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Si vous avez une majorité qui est une majorité écrasante, il n'y a aucune raison que vous laissiez passer des projets, des propositions de loi qui viennent de l'opposition, sauf si elles rencontrent vos intérêts bien compris, parce que la démocratie, c'est le fait majoritaire. Et le fait majoritaire signifie que si nous sommes 50 plus 1, notre volonté prime sur celle des 49 individus qui sont en face. C'est aussi ce qui se passe à l'Assemblée. Deuxième chose, aux États-Unis, actuellement, on se plaint... Oui, je fais des parallèles parce que simplement pour essayer de corriger ce qui a été dit ça et là. Aux États-Unis, on se plaint aujourd'hui de ce que, à la Cour suprême, la majorité des juges sont des juges conservateurs. Et qu'il y a une tradition qui voulait que les présidents là-bas, en fin de mandat, ne devaient pas désigner des juges à la Cour suprême et qu'ils laissaient cette priorité au président entrant. On a bien vu que Trump n'a pas respecté ça. Et qu'il s'est hâté de nommer des juges conservateurs, ce qui fait que la Cour suprême, aujourd'hui, est totalement teintée. Je n'entends pas... Le fait que Trump ait nommé les juges, n'est-ce pas, de son obédience, est-ce que ça a empêché qu'il soit mis en examen dans au moins 2 dossiers? Est-ce que c'est un parallèle? Est-ce que c'est un déni de démocratie qu'il ait nommé des juges alors que l'usage voulait qu'il ne le fasse pas? Est-ce que les Américains disent que la Cour suprême ne fait plus son travail parce que cette Cour suprême a penché dans le camp républicain? Je n'en ai pas le sentiment. Troisième chose sur laquelle je voudrais revenir. Je vous ai entendu dire que si jamais le président de la République décidait de proroger le mandat des élus, c'est-à-dire des conseillers municipaux et des députés, vous alliez attraire cette décision devant les tribunaux. Mais fortaise de le faire. Mais il me semble qu'en la matière encore, ces dispositions-là sont strictement encadrées par la loi. Et je n'ai pas le sentiment qu'en 2018, je n'ai pas le sentiment qu'en 2011, le président de la République ait jamais violé la Constitution. En tout cas, je n'ai pas entendu la presse camerounaise parler de viol de la Constitution. Contrairement à ce qui s'est passé au Sénégal, où la Cour suprême avait déjà recalé Macky Sall sur son projet de prorogation du mandat du président.
en lui disant que c'est une disposition intangible de la Constitution. Donc, vous avez lu les motivations de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Sénégal. Vous avez quelle est la motivation principale sur laquelle elle se base pour annuler l'arrêté de report de M. Macky Sall? Mais le report entraînerait, permettez, le report aurait entraîné la prorogation de son mandat. Or, sur la foi de l'arrêt de 2016, qui avait déjà retoqué la prolongation de son mandat de 5 à 7 ans, la Cour suprême ne pouvait pas se dédier. Parce que si elle avait pris une autre décision, elle se serait dédiée. Et elle ne l'a pas fait. Et puis, il faut bien avoir en esprit le contexte. La campagne présidentielle avait commencé là-bas. C'est-à-dire que les gens ont commencé à battre campagne et puis le président vous dit il y aurait une crise. Et sur la foi de cette crise, il dit je suspends les opérations électorales et puis on va aller parler. Je n'ai pas le sentiment, je suis désolé, je n'ai pas le sentiment que ce soit jamais arrivé au Cameroun. On n'a jamais suspendu une élection alors que vous êtes en train de battre le macadam, mettre le Joe, pour vous dire, rentrez à la maison, on va d'abord discuter un peu, ensuite, on va recommencer. Que le président de la République proroge, je vais à trait et la justice avisera. Avançons. Effectivement. Parce que ce qu'il fait, c'est le meublage. Avançons. Nous avons beaucoup de... La justice avisera si jamais j'attrais ce décret. Elle dira qu'il y a jurisprudence, non? Voilà. Et je suis déjà arrivé au moins 2 fois. Je suis simplement... La justice dira que c'est déjà arrivé au moins 2 fois. Voilà. On aura quand même le mérite. Je suis simplement... Donc vous enfoncez une porte ouverte. Non, d'avoir mis les juges devant leurs responsabilités. Je suis simplement en train d'indiquer que le président a toujours agi dans le cadre des prérogatives que lui confère la Constitution. Il n'a jamais outrepassé cette Constitution. C'est la liberté d'expression. Je voudrais introduire ce pan avec cette contribution de notre ami et confrère Prince Aristide Guekam qui pense que, tel que c'est formulé, hein, oui. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est se tirer une balle dans le pied dans le contexte qui est le nôtre, parce que pour lui, est-ce qu'il était opportun d'indiquer que la censure ou l'ingérence gouvernementale peut s'opérer dans des cas spécifiques définis par la loi? Alors je voudrais préciser tel que ça a été proposé dans le sens du débat. Évaluer la liberté d'expression et le droit fondamental des médias à pouvoir exprimer leurs opinions et leurs idées sans censure ou ingérence gouvernementale, sauf dans des cas spécifiques définis par la loi, tels que la diffamation, l'incitation à la haine ou à la violence. Donc lui, il estime que faire cette exception-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc je peux comprendre que lui, le fait que la loi ait introduit cette exception dans le sens de la diffamation, de l'incitation, est déjà en elle-même cette introduction d'une forme de... Oui, si vous êtes libertaire, et il en existe, si vous êtes libertaire, effectivement, vous allez dire il ne faut pas qu'il y ait de limitation à l'exercice de ma liberté. C'est votre temps de contribution, hein? Oui. On va mettre le job. Qu'il n'y ait pas de limitation. Mais je suis désolé, dans la société des individus, la jouissance d'une liberté par un individu ne doit pas attenter au bien-être d'autrui. Et le bien-être d'autrui, c'est quoi? Écoutez, lorsque vous avez des individus qui, par leur discours, sèment la division entre les communautés, est-ce qu'il faut permettre que les médias relaient ces discours? Est-ce qu'il faut permettre que ces individus continuent à tenir ces discours? Quand vous avez des individus qui se permettent de tenir des propos attentatoires à la dignité des individus, la loi a prévu un cadre pour que ceux qui se sentent offensés demandent réparation. Donc, il n'y a là qu'une limitation qui me semble saine à l'expression de la liberté d'expression. Mais en tout état de cause, je le dis encore, et vous êtes journaliste, vous avez la chance d'avoir fait pas mal de pays africains. Moi, je regarde souvent les médias, de Côte d'Ivoire, je regarde les médias de Guinée, du Gabon, ainsi de suite. Je ne vois pas de plateau où les gens s'expriment plus librement que sur les plateaux camerounais. J'attends qu'on me dise le contraire. Ils vont dire, Maître Lodjo va vous dire, Christian Djonkongo vont vous dire, c'est la liberté de bavarder. Mais oui, pour s'exprimer, il faut bavarder. Et souvent, on bavarde en opposant nos points de vue. C'est ça la discussion publique. Je ne sais pas de quelle liberté. Vous voulez jouir de quelle liberté? La liberté
dit il faut que le président marche, la liberté d'appeler à l'insurrection. Non, ce n'est pas sérieux. La liberté de soutenir les Ambazoniens qui menacent l'intégrité du territoire camerounais. Il y a une liberté d'expression dont les Camerounais jouissent sans limite. Et je dis davantage que tous les autres pays africains, y compris le Sénégal. Maintenant, il y a un certain nombre de bornes. Et on a bien vu, moi je salue d'ailleurs la responsabilité des médias dans un certain nombre de situations. On a vu au plus fort de la crise ambazonienne que, en dépit que ce sont les médias qui ont fait la police des plateaux pour faire en sorte que tous ceux qui tenaient un discours qui était un discours ambigu vis-à-vis des Ambazoniens, que ces personnes-là n'aient plus le droit de s'exprimer. Le gouvernement n'a jamais menacé un média de fermeture là-dessus, mais c'était de la responsabilité des médias qui se sont dit il y a des lignes rouges, nous on ne peut pas accepter que ces lignes rouges soient franchies sur nos plateaux. Maître Diop, sur la question de la liberté d'expression. Oui, je vais m'y pencher, mais je pense qu'avant la fin de l'émission, je pourrais vous dire pourquoi, lorsque vous avez parlé de leadership, il était difficile pour un homme politique de l'opposition comme moi de coller un visage à X ou à Y, de X ou de Y. D'accord. Effectivement, avant d'entrer là-dessus, je voudrais dire que je vous ai dit lors de la précédente problématique que tout est fait au Cameroun de telle sorte que c'est plutôt l'individu qui est fort. Et lorsque Christian développait, il a dit qu'il était impensable qu'on comprenne que l'exécutif ne fait qu'empiéter dans le législatif. Et moi, j'ai une expression qui est très chère pour moi, le principe du qui paye sort. C'est-à-dire, d'autres théoriciens ont dit le monnayage de la justice camerounaise. Effectivement, on est arrivé à un niveau où, lorsque je parle bien sûr de la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics, lorsqu'on vous poursuit pour 50 millions, le TCS est là, et puis lorsque vous dites je rembourse, vous sortez. Et c'est l'exécutif qui tient encore dans son bout le judiciaire. Lorsque vous payez, l'exécutif, à travers la chancellerie, dit au procureur général, ordonner, ou alors il faut requérir l'arrêt des poursuites. Justement, le judiciaire qui est sur le siège ne peut qu'arrêter les poursuites contre vous. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire, effectivement, voilà où quelqu'un a construit un système de telle sorte que vous avez tellement peur de lui, parce que son seul mot vous met en liberté, son seul mot vous rend blanc ou noir, riche ou pauvre. Alors, sur la question de la liberté, je voudrais dire, mon cher Patrick Rifoué, docteur, que la liberté d'expression, il faut que ce soit clair, la liberté d'expression marche de pair avec la liberté de presse, avec la liberté d'association, avec la liberté de réunion et la liberté de manifestation publique. Je vais prendre deux exemples. La liberté d'expression. Mon cher Dipita, aujourd'hui, le foisonnement des organes de presse et des médias dans l'espace public camerounais, autant pour moi, n'est pas une volonté des pouvoirs publics. Il s'agit des conditionnalités à respecter pour rester dans le cadre d'un certain partenariat avec les institutions internationales, financières internationales, les pays amis, dans les partenariats multilatéraux, bilatéraux. Il est des aides au développement, je m'arrête là. On vous dit, vous ne pouvez avoir d'aide au développement dans tel secteur que si vous nous garantissez au moins que vos opposants peuvent aller sur un plateau comme les maîtres Ledjo l'a parlé. Mais maintenant, il suffit que maître Ledjo soit sur un plateau de télévision comme celui-ci, balance un truc qui met à nu l'autre gouvernant, vous n'arrivez pas chez vous. Si, quand bien même vous arrivez chez vous... C'est arrivé à qui? On va citer qui est laissé qui. Citons une ou deux personnes. Non, ils sont nombreux. Non, moi je n'en connais pas. Vous n'en connaissez pas, non. Sincèrement? Le 14 mars, l'un de vos confrères, Dipita Tongo, sera devant le tribunal militaire Bruno Bidjan. Je continue? Mais continuez. Allez-y dans l'argumentaire. C'est pour quelle fin, Patrick? Ce jeu n'est pas bon. Mais essayons d'éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. La liberté d'expression au Cameroun n'est liberté d'expression que du moment où
ça ne touche pas les intérêts de Yaoundé. C'est ce que je veux dire. Et lorsqu'on parle de manifestations publiques, le SDF en a échoué combien en termes de refus? Je vous ai dit, la liberté d'expression marche de pair avec la liberté de presse. Aujourd'hui, on parle encore de délit de presse chez nous. C'est normal? Mais vous savez que même vous connaissez comment est-ce que les journalistes sont brimandés par le Conseil national de la communication? Moins d'heures comme ça, on vous envoie des convocations. On vous suspend d'antenne, on vous suspend de ceci et cela. Sans motivation, sans argumentaire. Même quand vous avez des argumentaires, quand ils sont fuck up sur leur objectif, ils vont vous faire la peau dure. Non, je pense que ce sont des personnes... C'est une instance au sein de laquelle... Allez-y, je vous écoute. Mais il me semble... Pour vous dire que j'ai assisté... Oui, pour dire quoi? Mais il me semble que c'est une instance au sein de laquelle chaque journaliste présente sa défense. Et qui a dit le contraire? J'ai dit que le journaliste ne présentait pas sa défense. Non, vous ne pouvez pas prétendre que les condamnations sont des condamnations a priori. Ça, c'est mon point de vue, oui, avec des cas que j'ai suivis. Qu'on peut mettre à l'épreuve des faits aussi. Hein. Mais je ne refuse pas, c'est votre droit le plus absolu. Alors maintenant, je continue en disant tout simplement, le simple fait de correctionnaliser ou alors de correctionnaliser le délit de presse, c'est encore une manifestation de ce que l'on voudrait brimader, l'opinion, la liberté d'expression. Que ce soit ici ou ailleurs, dans toutes les sociétés démocratiques, il y a des régulateurs de l'information. Il y a eu CNews en France, par exemple, tout récemment, qui a été mis en demeure par l'instance de régulation là-bas. Sur les débats d'ailleurs, justement, qui sont un média d'opinion. Apparemment, vous pensez que je suis en train de vouloir défendre l'idée suivant laquelle il faut laisser les médias travailler comme ça sans... Non, c'est que vous avez indexé le CNC. Vous avez fait une indexation symbolique. Peut-être non, absolument. Je vous comprends. Je vais traverser, vous permettez. C'est pour ça que j'ai dit que si vous avez des faits, à l'épreuve, parce que... Est-ce qu'on a le temps pour que on a le temps. Je déroule ces faits. On a le temps. Et en plus, j'ai le secret professionnel. Bon, terminé. Merci, vous avez tous les arguments pour glisser. Non, je continue parce que... On s'est compris. Non, je ne peux pas venir ici. Non, c'est clair. C'est bon. Tu ne peux pas rester à la maison et tu comprends, mettre le deux tenter de rentrer dans les faits de ton... Terminé, Maître de Dieu, et puis les deux autres panélistes. Restez Maître Astron au secret professionnel. Oui, c'est ce que je fais depuis. Il y a encore deux éléments importants que je voudrais qu'on parcourt, Maître. Donc, terminez votre... Maintenant, je disais... Lorsqu'on prend la liberté de manifestation publique, c'est encore un autre serpent de mer avec le régime RDPC. Le dernier refus dont le SDF en a été notifié, c'est lorsque l'honorable Jean-Michel Nitieux, il était encore président régional du SDF, lorsqu'on a organisé une marche qui devait toucher les arrondissements de Douala 5e, Douala 3e, Douala 1er. Sauf qu'à la veille, alors que nous sommes dans les stratégies, les réunions de stratégie, à la veille, on nous fouille dans tout Douala pour nous notifier le refus des 3 sous-préfets. Votre argumentaire est compris. Permettez, ce n'est pas fini. Je voudrais qu'on développe encore deux thèmes importants. C'est très important aussi également. Lorsque j'ai attrait ces 3 sous-préfets devant le juge des libertés, personne n'est venu. Oui, personne n'est venu, ils sont forts. Ils n'étaient même pas représentés? Même aucun avocat, même pas un mandataire. Douala 1er, Douala 3e, Douala 5e, devant le juge des libertés du tribunal de grande instance, personne n'est venu. Sauf que, toujours dans leur tripatouillage, on a allé de renvoi à renvoi, et puis après on me dit, action sans objet. C'est pour vous dire... Je préfère laisser à ce niveau. C'est pathétique, même comme on rit. Hein. Christian Diok. Oui, en réalité, à la suite avant de mettre les jours, je voudrais corriger 2 choses qui ont été dites par mon grand frère Patrick Lifou ici tout à l'heure. Déjà, la confusion qu'il a utilement faite entre les propositions de loi et les projets de loi. Il faut dire que les propositions de loi sont des émanations parlementaires, alors que les projets sont des émanations gouvernementales. Et c'est le principe du droit parlementaire. Deuxième élément, il a dit d'autres contre-vérités, notamment la question, notamment citant la France, qu'aucune
aucune proposition de loi n'est passée. Je vais rassurer le docteur Patrick Dufoué que ce soit la France insoumise qui en a fait passer une demi-dizaine, que ce soit le Rassemblement national qui en a fait passer, que ce soit, il peut citer la 1833 ou la 21-22 visant à revoir les indemnités kilométriques, consacrer la journée d'hommage, n'est-ce pas, aux victimes du communisme. Bref, il y a plusieurs comme ça. On peut revenir au Cameroun pour... Non, si vous permettez, en fait, vous l'avez dit, que ça n'a jamais existé. Donc, c'est une contre-vérité. Acceptez que ce soit ça. Maintenant, pour revenir à votre question, vous pouvez me la rappeler, M. Bitachi? Non, on était en train d'évaluer les libertés et la liberté d'expression dans le contexte de notre débat démocratique, autour de la démocratie et la gestion du pouvoir. Évidemment, je voudrais m'aligner à la suite de Maître Ledjo pour le dire. Moi, je vais le faire de façon caricaturale. Évidemment, on peut vous retirer. Non, pour dire, non, je voudrais m'aligner pour dire de façon caricaturale. Je vais prendre un exemple, de façon caricaturale. Est-ce que vous connaissez que dans un environnement comme le nôtre, M. Dipita, où nous sommes, je vais prendre cet exemple pour que les gens comprennent un peu la profondeur de ce que nous parlons. Quand nous disons ici, on a l'impression qu'on est contre, n'est-ce pas, la République. Notre comité de base de PK8 décide de faire, comme on dit souvent, une marche à santé, un dimanche, c'est-à-dire le sport. Alors, j'ai jamais vu autant d'escouades de policiers arriver, M. Patrick Dufoué. Vous êtes journaliste, allez vérifier. C'est-à-dire, comment des gens font une simple marche sportive, comme les gens l'en font quotidiennement, tous les dimanches. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Je ne veux pas parler de notre congrès, n'est-ce pas, interdit. Notre député suppléant Fabrice Toueli a essayé par 3 fois, n'est-ce pas, à déclarer une manifestation publique. Et ils sont nombreux comme ça. Nous-mêmes l'avons fait. L'honorable Cabral Libi en a déclaré. Nous-mêmes, nous l'avons fait plusieurs fois ici. C'est-à-dire que le principe, il est systématique. C'est-à-dire, on interdit, alors que la loi ne leur permet même pas de pouvoir en interdire, notamment la question des réunions publiques. Et c'est un problème. Dans un environnement où le principe de base, qui étant celui consacré par la Constitution, qui est celui de l'expression de liberté, et qu'on n'en soit pas là, ça pose évidemment un problème. Vous me trouvez peut-être dur ce soir, monsieur, ne dites pas, mais c'est la vérité. À dire, tout est bâillonné, tout est bâclé, et donc vous avez convoqué tout à l'heure la question de leadership. Il y a une corrélation entre les deux. Évidemment, si on ne vous permet pas de vous exprimer, de vendre, n'est-ce pas, votre projet, vos idées, de faire asseoir, parce que nous sommes dans un environnement de marché politique, c'est-à-dire, et si on a tout bâclé, ça pose un problème. Comment cette leadership politique va émerger? Comment il va se définir si vous n'avez pas cet environnement? Prenons le cas de M. Atangandi, qui vous dit à chaque moment il va couper les têtes, avec des paroles aussi, je ne sais pas, indigènes, moulinex, qui va chercher les œufs, avec un vocabulaire essentiellement abject pour un administrateur. On se croirait dans une prairie quasiment. Bon, on peut comprendre son cadrage évolutif, politico-évolutif, on ne va pas s'en tenir à ça. Mais oui, avec tout le respect que nous lui devons, pour dire on peut mieux faire. C'est ça la posture que nous avons. Évidemment, il faut libéraliser la détente politique. Et la détente politique, c'est le respect des règles qu'on s'est soi-même fixées, notamment la liberté d'expression. Parce que les tests de 90, que ce soit la 55, la 56 merci, et les autres, encore ça. J'ai l'impression que je suis le moins disant sur ce plateau quand même. Vous avez l'impression, vous parlez tellement. Vous avez l'impression que vous venez d'avoir 2 minutes de parole là maintenant. Oui, oui. Si le point disant, c'est parallèle. Je suppose que lors du prochain tour, vous aurez plus de temps. J'ai le regard sur la montre. Ça fait 10 minutes que vous parlez. Non, pas 10 minutes. Vous n'avez pas rendu compte. Pas 10 minutes. Non, en fait, il nous reste 20 minutes. Mais j'avais à cœur qu'on aborde quand même 2 questions essentielles qui sont des piliers de la démocratie. Sur la liberté d'expression. Non, laissez-moi vous introduire. Donc j'avais à cœur qu'on parle au moins des élections et de la légitimité, d'une part, mais aussi de la société civile et de l'opposition, d'autre part. Donc dans votre prise de parole sur la liberté d'expression, je vous suggère d'y ajouter en termes d'argumentaire, et puis les autres vont prendre aussi, ça nous permet de contracter et de gagner un peu de temps. Patrick Christian. Vous me donnez 1 seconde. Ça vous fait quoi? Non. Ça vous fait quoi? Vous l'avez trop assommé. Vous ne pouvez pas dire que j'ai dit une contre-vérité alors que vous n'avez pas saisi la phrase. J'ai bien précisé Permettez, j'ai bien précisé que quand vous êtes dans une configuration majoritaire, ce n'est même pas le cas de la France, vos textes ne peuvent passer que s'ils rencontrent Il ne faut pas confondre le principe majoritaire, évidemment, au cadrage des règles démocratiques. C'est 2 choses bien distinctes. Il faut qu'on s'accorde à ce niveau. Non, en fait, ça veut dire qu'il a déjà fait un hors-sujet, et du coup, il va être difficile qu'on puisse s'entendre. Permettez, ensuite, vous recorrigerez si vous estimez qu'il faut recorriger. Oui, je vais corriger. Je reprécise que quand vous êtes dans une configuration minoritaire
pour le moment, le parti Renaissance a une majorité relative. Vous ne pouvez faire passer vos textes que s'ils rencontrent l'assentiment de la formation qui est majoritaire au sein de l'Assemblée. Je voudrais prendre 10 secondes aussi pour répondre. D'accord. Je voulais justement dire au docteur Patrick Luffoy qu'il fait une confusion entre le fait majoritaire et les règles, c'est-à-dire entre la loi. Au Cameroun, la loi, évidemment, viole un principe constitutionnel, c'est-à-dire réglementant d'activité parlementaire, comme ça se passe partout au monde. C'est-à-dire le principe de base, c'est la proposition de loi, c'est-à-dire le parlementaire est censé produire. Et au Cameroun, on vous dit évidemment que vous ne pouvez pas proposer de loi tant que les projets de loi émanant du gouvernement ne sont pas passés. Et ça, c'est totalement antidémocratique, inadmissible. Maintenant, pour revenir au cas français, c'est dans la loi. C'est dans la loi au Cameroun. On me dit que les projets de loi priment sur les propositions de loi. C'est-à-dire, à chaque fois, et c'est pour ça qu'on dit il faut attendre. Et si 3 sessions passent, que votre proposition de loi n'est pas admise, doit être inscrite automatiquement. Mais depuis que nos parlementaires sont arrivés, qui en proposent la question de la révision du code électoral. D'accord, c'est compris. Pour montrer des exemples, voilà donc une violation des compris. Patrick Christian Dobo. Alors, vous suggérez qu'on aborde la question de... Vous pourrez dire un mot sur la question des libertés, mais je voudrais vraiment qu'on aille sur les élections et la légitimité, en plus de la société civile et de l'opposition politique. Ok. Pour la liberté, vous comprenez que c'est un sujet qui intéresse la posture des journalistes que nous avons. Et donc, on ne peut pas rester insensible par rapport à cette problématique. C'est clair qu'on ne peut pas se réjouir, hein, n'est-ce pas, de l'image qui peut se dégager d'un certain nombre d'interpellations, de musellements et autres. Mais, je l'avais dit ici, je le répète, lorsqu'on regarde la véhémence avec laquelle on prend la parole dans l'espace public dans notre pays, remonter il y a 20 ans, 30 ans, je parlais de l'engagement politique pour quelques-uns, ce n'était pas le cas. On ne peut pas se réjouir de cela. Mais ce que moi je voudrais décrier dans cette posture presque générale, c'est l'ensauvagement de la prise de parole dans l'espace public. Et je suis bien au regret de constater que très souvent, on élucide, on évite cet aspect. Nous sommes violents. Regardez comment nous prenons la parole dans l'espace public. La tolérance a foutu le camp. Et même la manière de s'exprimer est gangrénée, j'ai envie de dire, par de la haine pour son vis-à-vis. On ne se comprend plus. On ne se parle plus pour se comprendre. On se parle pour imposer son point de vue à l'autre. On se parle pour traiter l'autre de moins que rien. Et voilà les problèmes que nous devons mettre sur la table pour rendre qualitatif la prise de parole dans l'espace public. Est-ce que nous prenons la parole dans l'espace public pour apporter notre contribution à la marche et même dans la manière de décrire ce qui se passe dans le système gouvernant? Croyez-moi, et ça j'ai envie de le dire à nos camarades politiques, enfin je veux dire nos camarades qui sont des hommes politiques, nous sommes les premiers à être victimes du musellement potentiel. Parce que le musellement n'est pas seulement un acte. Du musellement effectif. Il peut même être le musellement dans l'approche systémique, dans la mise en place d'un certain nombre de mécanismes. Écoutez, si vous avez affaire à un système judiciaire, parce que tout à l'heure on pensait qu'on allait parler de ces questions de corruption et autres, qui est gangréné, je préfère dire gangréné par des brebis galeuses, parce qu'il ne faut quand même pas jeter le propre sur tout l'ensemble. Il y a des magistrats. Moi, je vais vous faire une confidence, maire. Je sors de presque 10 jours de Yaoundé pour éviter le déferrement d'un parent parce que menacé par un fugitif de ce pays, condamné par le TCS à vie, mais qui a quand même la possibilité d'engager des actes par des huissiers, reconnus par des magistrats, et de mettre à mal, à travers des enquêteurs même de la police judiciaire, qui se bombent le torse, de mettre à mal des personnes qui sont moins nantis. Je ne vais pas entrer dans les... En fait, c'est une manière de vous dire que demander qu'on reconnaisse les petits pas qui sont faits ne veut pas dire que nous n'avons pas confiance de ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut déjà commencer par reconnaître où nous sommes avant d'envisager l'amélioration. Parce que sinon, nous créons une espèce de psychose qui fait croire que tout est mauvais et les efforts à fournir ne valent pas la peine. De la petite lueur
qui existent dans ce qui peut être positif, même à un degré des plus infimes, nous devons puiser de l'énergie pour faire avancer les choses et bousculer les lignes. Voilà ce que j'essaye d'exprimer. Et je peux comprendre que les hommes politiques, vous êtes dans votre rôle. Maintenant, pour revenir à la légitimité, écoutez, on a souvent l'impression que nos compatriotes résident uniquement dans les grandes métropoles. Douala, Yaoundé et quelques-unes. J'ai envie de dire, le potentiel électoral se retrouve très souvent dans l'arrière-pays, dans certaines zones qu'on considère comme étant les zones reculées. Et là-bas, je peux vous dire qu'il y a encore l'âme des Camerounais. Et cette âme des Camerounais, malheureusement, n'est pas souvent, je veux dire, intégrée suffisamment. Peut-être par manque de moyens pour le déploiement, par certaines formations politiques qui auraient pu faire le contrepoids à la capacité que le parti au pouvoir aujourd'hui a à se déployer dans certaines zones. Ce que nous représentons en termes de revendications dans les grandes métropoles aurait pu avoir un impact aussi si on l'avait fait dans un certain nombre de zones. Et là-bas, malheureusement, l'expression n'est pas très appréciée. On considère que c'est un bétail électoral qu'on va balancer à coup Mais quand on a fini de le dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de légitimité sans tenir compte de la légalité, c'est-à-dire que les lois qui encadrent le processus qui nous amène à l'élection? Malheureusement, autant pour la liberté d'expression que pour le processus électoral, ne regardons pas le résultat, regardons les conditions qui amènent à ce résultat. Les lois qui sont actuellement celles que nous exploitons, elles sont peut-être mauvaises, je dis peut-être mauvaises, mais ce sont les lois qui sont là. Perfectible. Ce sont les lois qui sont là. Et donc, on ne peut pas juger le résultat de ces lois sans analyser les lois elles-mêmes. Elles nous imposent d'aller vers ce résultat. Donc, commençons par attaquer, éventuellement, s'il faut attaquer quelque chose, les contours qui nous amènent à ce processus. Donc, la légitimité, oui, mais elle ne peut pas être évidemment mise en exergue si les lois ne nous permettent pas d'exploiter au maximum l'expression de la légitimité. Sur la liberté d'expression, les élections, la légitimité, la société civile et l'opposition politique. Écoutez, beaucoup de choses, je pense que je me suis déjà étendu sur ce qui est de la liberté d'expression, donc il n'est pas utile que je revienne là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la société civile. Écoutez, élection, société civile élection et légitimité, société civile et opposition politique. Oui, mais déjà, la société civile fait partie de ce que Bernard Manin appelle les nouveaux axes d'engagement politique, c'est-à-dire que vous avez des acteurs qui ne sont pas des formations politiques, mais qui permettent de contribuer, de participer. Voilà, à un certain nombre de citoyens de contribuer aux questions d'intérêt général. Ça peut être des associations, ça peut être des organisations non gouvernementales. Et on en a un certain nombre qui participent soit à la gestion de l'action publique, vous en avez d'autres qui font plutôt œuvre de participation politique. Il y en a même qui sont franchement engagés dans l'action politique et qu'on a retrouvé souvent dans des coalitions qui sont des coalitions visant à conquérir le pouvoir. Donc, maintenant, moi, ce que je veux saluer, c'est que si ça permet à des Camerounais de s'engager, donc de s'intéresser aux choses de la cité, eh bien, il faut s'en féliciter. Maintenant, pour ce qui est des questions de légalité, de légitimité, écoutez, je pense que nous avons un certain nombre de corpus juridiques. La première chose qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que les actes qui sont posés, que ce soit par les dirigeants ou même par les principales figures de l'opposition, sont des actes qui respectent la légalité républicaine. Mais je n'ai pas toujours le sentiment, quand j'entends un certain nombre de figures politiques, je n'ai pas le sentiment que ces figures incarnent dans leur être, incarnent dans leur discours la légalité républicaine qui devrait être la leur. Parce que, et j'ai souvent tendance à le répéter, les lois ne doivent pas simplement être appliquées parce qu'elles nous arrangent. Les lois doivent être appliquées parce qu'elles ont été votées, même si elles ne nous arrangent pas. Maintenant,
le jour où on est en situation, on peut modifier ces lois. Mais vous avez l'impression, lorsque vous observez la scène politique camerounaise, que certaines figures considèrent qu'à partir du moment où une loi est considérée par eux comme mauvaise, c'est une loi à laquelle on ne doit pas se plier. Maître Ledjo, sur les élections et la légitimité d'une part, la société civile et l'opposition politique d'autre part. Première des choses, je vais rejoindre l'interrogation de Christian qui dit est-ce qu'on peut parler de légitimité sans légalité? Effectivement, si vous regardez bien, puisque nous sommes en matière électorale, vous allez rendre compte tout simplement que on bafoue la légitimité sous le couvert ou le label d'une légalité. Patrick Rifoué vient de prendre la parole en disant, en parlant de légalité républicaine. Non. Lorsque vous voyez comment fonctionnent les choses à l'Assemblée nationale, vous êtes très rapidement appelé à dire, et ça ce sont mes propos, qu'il ne s'agit pas d'une légalité républicaine, docteur Rifoué. Lorsque vous voulez que le peuple soit solidaire de vos faces, vous parlez des principes républicains. Non. Il s'agit d'une légalité du RDPC. C'est la légalité du RDPC. Vous-même, dans votre développement, vous avez dit que c'est vos lois que vous faites passer, même si vous faites passer sous le label du député de la nation. C'est votre légalité. Et vous l'appliquez comme vous voulez, à votre guise. Regardez la constitution du Cameroun du 18 janvier 1996, l'article 66 de la Constitution. Vous l'appliquez quand vous voulez, comme vous voulez. Le peuple dans son ensemble vous dit, déclarez vos biens. Vous dites c'est notre légalité, on va appliquer ça quand on veut. Dans votre gouvernement, il y a un seul ministre qui s'est volontairement, et on ne sait même pas sur quelle modalité, prêté au jeu. Il s'agit que de l'ancien ministre, l'actuel ministre du Transport, qui a déclaré ses biens. Je dis bien, je ne sais pas sous quelle modalité, parce qu'il aurait fallu qu'on nous dise, voilà le décret d'application pour savoir quelle est la base, devant quelle autorité déclarée, quelle est la forme de la déclaration. Mais il a quand même fait quelque chose qui vous met mal à l'aise. Il y a un vide juridique, c'est ça? Il n'y a pas de vide juridique. C'est vous qui ne voulez pas signer le décret d'application. C'est votre légalité. C'est ça que je m'invertue à expliquer. Donc, vous prenez vos lois comme ça vous semble, vous appliquez comme ça vous semble. Allons-y toujours, arrêtons toujours avec le volet électoral. Voilà les partis politiques, ou alors un certain nombre de partis politiques de l'opposition, ils se sont regroupés et ils ont dit, voilà nos propositions pour refaire le système électoral. Pas seulement, écoutez-moi bien, pas seulement le code, le code, donc le système dans son ensemble. Qu'est-ce que vous, le gouvernement, vous en avez fait? Ça ne vous intéresse pas. Vos intérêts ne sont pas menacés, ou alors, en appliquant ce que l'opposition propose, vos intérêts peuvent être menacés. Par conséquent, ce que le peuple veut, c'est-à-dire la légitimité, on ne l'aura jamais, parce que la légalité est bâclée. Je ne sais pas si on voit le parallèle. Les élections, moi, je ne vois pas. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Alors que la démonstration est claire, limpide. La légitimité, c'est ce que le peuple veut. La légalité, c'est ce que la loi prescrit. Maintenant, si on prend le volet électoral, qu'est-ce que le peuple veut? C'est ce qui sort des urnes. Qu'est-ce que l'électeur présente? C'est ce que votre code électoral. Seriez-vous en train d'insinuer que le collectif d'information d'opposition qui a fait ces propositions est représentatif du peuple quand on sait que ce collectif-là ne vaut pas 20% du corps électoral? Je continue. De quelle légitimité est-ce qu'ils peuvent se prévaloir? Alors, terminer en 1 minute, parce qu'il nous va rester 5 minutes pour l'émission. Je dis encore ceci. Aujourd'hui, si vous faites un sondage simple, aucune élection, le RDPC ne peut gagner. Mais vous gagnez justement parce que c'est votre légalité que vous appliquez. Revenons sur l'opposition parce qu'il me perd le temps. Revenons sur l'opposition. 30 secondes. Oui. Il
il est difficile aujourd'hui, lorsqu'on regarde le landerneau politique camerounais, beaucoup plus de l'opposition dit que on doit absolument désigner X comme un leader de l'opposition parce que au Cameroun, c'est pas comme aux États-Unis, en France, où la scène politique est bipolarisée, où il y a les républicains, les démocrates. Non. Ici, chez nous, on a un parti au pouvoir qui semble être de droite ou de l'extrême droite. Et on a les partis politiques de l'opposition qui ont plusieurs philosophies, qui ont plusieurs... Donc, ils peuvent se recruter dans plusieurs sphères de la vie politique. Par conséquent, il est difficile de dire que telle personne peut être le leader. Non, c'est très difficile. Et à l'aube d'une discussion sur la recherche d'une candidature unique de l'opposition pour la candidature 2025, je pense qu'il serait inapproprié pour un homme politique de ma trempe de dire telle personne peut être leader. Merci. Asseyons-nous, on trouve quelqu'un qui peut nous représenter. Georges Congo, il va nous rester 4 minutes, je vous en donne 2,5. Il m'en donnera 30 secondes sur ces 4 minutes. 2,5. Je vous en donne 2,5 pour vraiment aborder rapidement les questions élections et légitimité, société civile et opposition politique. Écoutez, je voudrais m'appesantir sur la société civile et davantage m'appesantir sur une question qu'on a galvaudée, celle de la socialisation politique. Parce que tout à l'heure, quand le grand d'abord convoquait la question de l'ensauvagement d'espace public politique, c'est parfois pour défaut, évidemment, de socialisation politique, d'éducation politique, de culture politique, mais aussi du fait que les règles du jeu sont essentiellement bâclées. Et quand vous avez ces institutions qui sont censées socialiser, vous avez le barreau du Cameroun qui tient des élections. Il y a contestation parce qu'il y a, on dit qu'elles sont mal organisées, elles sont truquées. Vous avez l'Ordre national des médecins, on dit que c'est truqué. Vous avez, bref, vous avez vous-même le SNJC, on conteste parce que c'est truqué. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire tous ces corps sociaux, il y a donc une culture de corruption, il y a une culture, n'est-ce pas, d'ensauvagement qui est faite parce que les règles du jeu, c'est-à-dire la légalité donc, n'est pas établie. Parce que la légitimité, pour venir, le terme de Marx Weber, légitimité, c'est-à-dire l'acceptation par la majorité. Et on accepte, la majorité accepte donc quoi? C'est-à-dire les règles qui sont préalablement établies, qui permettent évidemment à chacun de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, sa voix. Parce que si on est dans un environnement démocratique, c'est l'expression de la parole de tout un chacun. Et donc, maintenant, pour dire un mot sur l'opposition politique, il faut déjà saluer tous ceux qui sont a priori du bord de l'opposition au Cameroun. Dans un environnement où l'expression de liberté est assez difficile, comme le nôtre, militer dans les partis politiques, je vous dis, c'est quasiment une gageure. Nous subissons des pressions quotidiennement, tant de nos familles que de l'ordre politique établi à Yaoundé chaque jour. Et vous voyez bien que c'est difficile de pouvoir s'exprimer. Je voudrais évidemment, pour répondre en 10 secondes, au grand frère Patrick Dobo tout à l'heure, parce qu'il a voulu jeter l'anathème sur les partis politiques en disant qu'on ne va pas. Non, il a voulu, je peux me permettre. Et en citant, si on prend seulement un département qui nous est proche, l'ONCAM. Vous avez, par exemple, sur les 4 arrondissements que compte l'ONCAM, vous avez l'arrondissement de Nkonjok. Monsieur le député, permettez que je en 10 secondes. Vous avez l'arrondissement de Noma-Kombe. Il y a des arrondissements. C'est-à-dire qu'aucun de ces arrondissements n'a un poste d'identification. On vous dit de venir à Yabassi pour pouvoir, évidemment... Ça, vous n'aurez pas le temps de conclure. Vous n'aurez pas le temps de conclure. Pour conclure, je donne la parole à tout le monde. Je donne la parole à tout le monde en 30 secondes. Le thème était démocratie et gestion du pouvoir au Cameroun. Au terme donc de vos argumentaires, à la fin de ce débat qu'on vient de mener, est-ce qu'on peut penser que notre structure démocratique a un véritable impact sur la gestion du pouvoir au Cameroun, gestion du pouvoir dans son sens large, y compris dans la société civile, dans l'opposition politique? Vraiment en 1 seconde chacun. Non mais écoutez, il me semble qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent bien qu'il y a un regain de la participation. Quand vous voyez des partis aussi jeunes que le PCRN, qui gère aujourd'hui, je crois, 7 mairies, qui sont représentées à l'Assemblée nationale, on voit bien que la participation, il y a une accentuation de la participation. Maintenant, la démocratie reste à consolider. Il faut continuer à travailler pour l'améliorer. Oui, en guise de conclusion, je dirais tout simplement que la gestion du pouvoir au Cameroun a érigé un système, je vais dire une démocrature au Cameroun, faisant des hommes très puissants, très influents et des institutions moribondes. Patrick, Christian d'abord. Alors, rapidement,
au SNJC, il y a eu des débats sur l'application des textes, sinon une tricherie, parce qu'il ne faut pas laisser passer ça. Alors maintenant, pour terminer sur la structure démocratique, évidemment, elle impacte tous les secteurs. Parce que c'est cette structure démocratique ou bien l'application de l'ambition démocratique dans notre pays qui laisse de façon poreuse parfois des bébés galeuses à travers la corruption, à travers un certain nombre de difficultés. Mais je voudrais terminer par dire, on ne tense pas l'opposition. On appelle l'opposition à sa responsabilité et à ne surtout pas laisser toute la responsabilité de ce que nous vivons dans le système au parti au pouvoir. Parce que cette opposition elle-même est complice parfois de ce système. Ah pardon, Christian Diop, en espérant que vous allez retirer ce que vous avez dit sur le SNJC. Complice parfois de ce système. Commencez par là. Commencez par le SNJC, vous retirez. Il a tensé les gens. Je dis bien, lui tense les partis politiques. Il y a eu des contestations. Vous n'avez pas tensé le SNJC. Non, je ne veux pas tenser le SNJC. D'accord. Je voudrais, en guise de fin, évidemment. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, imaginez toutes ces institutions. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est de culture politique ou de culture globale. Maintenant, je voudrais chuter en appelant une autre institution dont on a oublié, c'est le peuple. C'est-à-dire le souverain. Il y a un peu de temps développé. Oui, non, je vais utiliser mes 30 secondes. C'est le souverain. C'est celui-là qui doit comprendre que les choses doivent changer. Et ces choses doivent changer. Je rappelle, cela me permet d'exprimer... On connaît... Oui, mais laissez-moi... On n'a pas le temps, il est 23h01. On finit ça à 23h. Ça avait un bon retard. Non, mais on n'a pas le temps de rattraper le retard. C'est notre faute s'il y a le retard. Donc, je voulais évidemment permettre, c'est un appel citoyen aux populations de Madelon et de tous les évêchés à Bafoussam qui n'ont pas d'eau depuis 3 mois. Qui contestent Merci, messieurs. Massivement sur les listes électorales parce qu'on doit changer ce gouvernement. Docteur Patrick Rifoué, merci à vous à la maison également d'avoir regardé cette autre édition de Carte Sortable. On espère que vous en avez appris et que pour rejoindre l'appel de Christian Diop et des partis politiques, que vous aurez vous inscrire sur les listes électorales. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Carte Sortable. Merci.